Le débat africain, Alain Foucault. Entre sanctions particulièrement contraignantes de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, renvoi de l'ambassadeur de France, retrait des forces françaises Barkhane en opération dans le pays, sanctions de l'Union européenne, le Mali n'aura jamais autant fait parler de lui dans la presse internationale. Même la guerre en Ukraine qui a démarré cette semaine ne sera pas totalement parvenue à le léguer aux pages intérieures. Après avoir tout entendu sur les médias internationaux, et si on se tournait vers les concernés? Comment les Maliennes et les Maliens vivent-ils cette situation exceptionnelle? Cette grosse tension qui tente d'isoler leur pays. Ces différentes mesures qui contribuent à étouffer l'économie du Mali ont-elles entamé ou non le soutien populaire dont jouissaient ses autorités militaires? Qu'en pense-t-il du retrait des forces françaises? Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine qui est ce dimanche à Bamako, la capitale du Mali, sous sanction, avec plusieurs invités sur ce plateau. D'abord, le Premier ministre du gouvernement de la transition, M. Choguel Maïga. Bonjour, Monsieur le Premier ministre Choguel Maïga. Bonjour. Notre second invité sur ce plateau de Bamako est l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour, Alain. Notre troisième invité sur ce plateau de Bamako est le docteur Modibo Soumaré, président du parti Alliance des Forces démocratiques, l'AFD, premier vice-président de la plateforme Action républicaine pour le progrès, l'ARP, et président du cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques pour une transition réussie. Bonjour, docteur Modibo Soumaré. Bonjour, M. Foucault. Alors, j'ai envie de commencer en disant, vous avez suivi l'actualité de ces derniers temps, vous êtes des acteurs. Monsieur Moussa Mara, vous êtes un peu en retrait aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ainsi votre pays sous sanction avec des forces Barkhane qui partent? D'abord, le pays sous sanction, c'est regrettable, puisque les Maliens souffrent et les Maliens sont les premiers à souffrir. Je pense qu'aucun Malien aujourd'hui ne peut décemment s'accommoder de cette situation. Mais est-ce que c'est des sanctions méritées? C'est une très bonne question. Le Premier ministre pourra sans doute davantage développer dessus. Je pense qu'on aurait dû les éviter. Aujourd'hui, nous faisons face à cette situation qui est regrettable. Il faut vraiment le regretter. Et pour moi, le plus important, c'est de tout faire pour en sortir le plus rapidement possible. Monsieur Soumaré, comment vous vivez ça, vous? Très difficilement. Je vous remercie. Il est évident que les Maliens ne comprennent pas. Et moi, j'ai la chance d'être médecin, d'échanger avec le plus riche et avec le plus pauvre. Et les gens ne comprennent pas qu'on fasse 40 jours sans pouvoir trouver des voies de solution et pour la levée de ces sanctions. La faute à qui? Et le Premier ministre Amara a dit qu'on aurait dû éviter. Moi, je vais dire qu'on aurait pu éviter. On aurait pu éviter parce que nous sommes dans un club et nous sommes membres fondateurs de ces clubs. Et ces clubs ont des règles. Et j'ai l'habitude de le dire, on ne peut pas aller à la Coupe d'Afrique des Nations de football et vouloir jouer avec les mains. Et de là, vous avez le sentiment que le Mali a joué avec les mains? C'est sa faute? C'est clair qu'il y a eu des précédents. Donc c'est important aujourd'hui qu'on puisse regarder les choses en face et dire, alors, est-ce qu'on a tout fait pour mériter la non-sanction? Je pense que non. Et aujourd'hui... Soyez un peu clair, vous avez le sentiment que ces sanctions sont finalement méritées? Non, et je dis clairement qu'on aurait pu éviter ces sanctions. En faisant quoi? Parce que nous avons tous les dispositifs, on avait eu le temps nécessaire d'évaluer l'impossibilité peut-être d'organiser les élections. C'est là, je mets au crédit du gouvernement, mais on aurait pu, en sachant les échéances, pouvoir négocier, discuter, proposer des dates bien raisonnable. Avant. Mais on a attendu la dernière minute pour le faire en sachant très bien que ça peut déboucher sur des sanctions. Et surtout, la proposition de 5 ans qui a fait vraiment bondir plus d'un, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on s'est dit, bon, on se retrouve dans les sanctions. Mieux, après ces sanctions, je n'ai pas compris. Je crois que la majorité des Maliens ne comprennent pas qu'on fasse 40 jours encore, sinon plus, sans pouvoir trouver les voies et moyens pour renégocier, pour repartir voir rapidement la CEDEAO. Alors, Monsieur le Premier ministre, que répondez-vous à ça? En réalité, ces sanctions, de toute façon, étaient préméditées. Nous ne les aurions pas évitées parce que nous n'avons pas la même lecture que la CEDEAO, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, du sens et du contenu de la transition. Deuxièmement, vous savez, dans toute négociation, il y a des discussions de coulisses. Je peux vous dire,
solennellement et officiellement que le gouvernement du Mali, très tôt, a dit à la CEDEAO que pour une fois, on veut faire un exercice, une sorte de catharsis, c'est d'écouter les Maliens sur la transition. Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur le Premier ministre. Comme le temps est court, on a besoin d'aller le plus loin possible. Aujourd'hui, vous dites, nous avons vu les autorités de la CEDEAO, on leur a dit, nous avons besoin de temps pour faire parler les Maliens. Mais vous savez très bien que la plupart des gens qui arrivent aux affaires disent à peu près la même chose, que donnez-nous le temps pour que nous organisions tout. Sauf que nous avons donné des délais. Nous avons, en une première étape, prévu de tenir les assises en août-septembre. À cause d'une certaine crispation de la situation politique, le président a instruit au gouvernement de chercher de façon obstinée l'inclusivité. Ça nous a fait perdre 3 mois en réalité. Pour les assises nationales. Pour les assises nationales. On a fini par les tenir. Et nous avons dit à la CEDEAO, bien avant les assises, que c'est au sortir des assises que nous reviendrons vers la CEDEAO avec des propositions. À la dernière minute, voici ce qui a été convenu entre la CEDEAO et nous. Mais officiellement, ce n'était pas ça. Hein. Officiellement, la CEDEAO dit, nous, on attend vos propositions. Non, et vous les avez amenées au dernier moment. Ce que je vous dis là est officiel, ça ne peut pas être démenti. Nous avons saisi la CEDEAO pour dire que les assises nationales prendront fin en fin décembre. Le rapport doit être déposé dans 1 mois. Donc c'est le 31 janvier que nous reviendrons vers la CEDEAO avec des propositions concrètes. Sauf qu'entre-temps, le médiateur de la CEDEAO a passé à Bamako. Le président en exercice de la CEDEAO a fait une visite ici, je crois bien que c'était en novembre. Le président du Nana Akufo-Addo. Et à la fin, au lieu du 31 janvier, date limite à laquelle nous devions aller vers la CEDEAO avec des propositions, il nous a été demandé, officiellement et de façon informelle, donner un calendrier avant le 31 décembre pour rassurer les chefs d'État, pour qu'ils n'aient pas l'impression que vous défiez leur autorité. Et c'est pour cela qu'au sortir des assises, la seule chose que nous n'avons pas acceptée, c'est de donner un délai en dehors avant les assises. Et quand on est sorti des assises, le 30, immédiatement de la salle de réunion, nous sommes réunis dans le bureau du président. La nuit, nous avons fini. Le 31, effectivement, le document a été remis au président en exercice de la Alors, CEDEAO. on a donné un document. On ne va pas revenir sur toute l'historique parce que l'émission dure très peu de temps. Vous donnez un document qui demande 5 ans, a posteriori. Est-ce que vous ne pensez pas que ça faisait beaucoup et que ça pouvait être vécu comme du mépris pour les chefs d'État? Non, en réalité, ils étaient dans l'arithmétique politique. Nous étions dans la gestion politique des problèmes du Mali. L'ensemble des Maliens, l'écrasante majorité des Maliens, a fait un débat, a dit, pour régler les problèmes du Mali, sur lesquels je reviendrai, qui ne ramènerait pas la transition uniquement à une élection, au caractère électoral ou électoral, il y a des questions de fond qu'il faut résoudre. Les Maliens ont dit qu'il faut entre 6 mois et 10 ans. Bon, mais la majorité a dit 5 ans. Non, mais ce n'est pas 50 ans, c'est très clair, 5 ans. Donc le gouvernement dit, comme la CEDEAO veut avoir un calendrier avant le 31, on leur remet le calendrier, on reste disponible pour des discussions. Pour discuter. Donc 5 ans, c'était un peu une proposition qui devait être négociée. Issue des assises. Alors, quand vous entendez ça, M. Moussa Mara, on ne va pas passer toute l'émission à cela. Vous vous dites toujours, on aurait pu éviter, vous vous dites, la responsabilité est celle de qui aujourd'hui? Bon, je voulais peut-être rectifier ce que le Premier ministre a dit tout à l'heure, parce que les assises, les conclusions officielles qui nous ont été transmises, c'est entre 6 mois et 5 ans. Ce n'est pas entre 6 mois et 10 ans. J'ai cru entendre qu'il a dit tout à l'heure entre 6 mois et 10 ans. Et le gouvernement a cru nécessaire de présenter la tranche supérieure de 5 ans. Ça a entraîné ce que ça a entraîné. Moi, je voudrais aujourd'hui peut-être qu'on se focalise sur comment sortir de cette situation. Oui, parce qu'il y a plusieurs chantiers. Là, on a évoqué les sanctions de la CEDEAO. Il y a aussi le chantier du départ des troupes françaises. Voilà, se sortir de cette situation, il faut saluer la mise en place par le gouvernement d'une équipe de dialogue et de discussion. Ça a été fait. J'ai cru comprendre que la CEDEAO aussi a montré des bonnes disponibilités pour discuter. Ce serait bien, ce serait souhaitable que l'équipe de dialogue du gouvernement et l'équipe de la CEDEAO puissent discuter et proposer quelque chose de raisonnable et de consensuel. Pour moi, aujourd'hui, peut-être c'est le plus important. Et je pense aussi, et là le gouvernement a raison, la transition ne peut pas être seulement organiser des élections.
Nous savons tous ce qui nous a mis dans cette situation. Et cela est une réalité. Ce qui nous a mis dans cette situation, c'est un système qui est arrivé à bout de souffle, avec des insuffisances structurelles importantes, des problèmes de gouvernance, des problèmes de leadership majeurs. Donc nous devons faire des réformes. La question essentielle, c'est quelles réformes, dans quel temps? Et moi, je fais confiance, encore une fois, aux discussions entre le gouvernement d'un côté et la CEDEAO pour nous sortir de cette situation. Docteur Soumaré? Et je pense qu'il faut quand même regarder les choses en face. La charte de la transition est pratiquement le seul texte en plus de la constitution de notre pays sur lequel il y a consensus. Au cadre, nous avons été très clairs. C'est le cadre de concertation. Le cadre de concertation des partis, regroupement des partis pour une transition réussie, qu'on a transformé pour des calculs peut-être en opposition. Nous ne sommes pas une opposition. On a dit, respectons la charte, mais la charte, dès sa mise en place, a été violée. Et ce sont des membres qui semblaient être quand même à un certain niveau qui ont dénoncé. Nous avons dit, allons, avançons. Quand les assises sont arrivées, nous avons dit de déconnecter les assises de la durée de la transition, parce que nous avons compris que cet exercice était juste pour se donner un blanc-seing et se donner un temps maximum. Pour vous, il n'y avait pas besoin d'un cadre de concertation? On n'avait pas besoin de faire des assises. Oui, mais là, à l'instant, on écoute tout le monde et beaucoup de Maliens dire qu'il faut peut-être remettre les compteurs à zéro, avoir de nouvelles règles pour repartir, parce qu'on ne peut pas voter tous les 2 ans avec des putschs qui suivent. Oui, et cela est clair. Maintenant, moi, je pense qu'il faut qu'on se comprenne. Si on veut changer les choses, on fait un programme de société, on présente aux Maliens. Les Maliens, aujourd'hui, sont suffisamment intelligents, vont voter pour ce programme. En ce moment, dans ce programme, on va pour une armée qui peut assurer la sécurité du pays. On va pour la rupture avec tout partenaire qui n'est pas d'accord avec nous. On le met dans des programmes. À ce moment, les Maliens votent pour ça et on sait vers où on va. Mais dès lors que nous sommes dans une transition, et qu'une transition est censée rassembler toutes les forces politiques, et le Premier ministre vient de le dire tout de suite, c'était la tranche d'âge de la RN. Mais il était avec nous quand il disait que pas un jour de plus. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Donc nous, aujourd'hui, il faut que les choses soient claires. On doit travailler à organiser des élections, mais pas à tous les prix. D'ailleurs, par quoi on commence? Rapidement, par quoi on commence? On commence par des assises qui remettent les compteurs à zéro, qui remettent un cadre plus viable. Une discussion intelligente en proposant déjà un délai, on aura sauté un verrou. Quand on propose un délai raisonnable, acceptable et réaliste, on va trouver déjà les autres questions qui fâchent, on va trouver la solution. On revient un peu sur l'histoire, on ne va pas faire que l'histoire, mais j'ai envie, avant qu'on commence à penser aux solutions de sortie de crise, parce qu'on peut dire ce qu'on veut dans toutes les langues, on est dans une situation de crise ici. Pour arriver dans ce pays, déjà, il faut faire des gymnastiques extraordinaires. Est-ce que c'était nécessaire à ce moment précis, Monsieur le Premier ministre, de dire à l'armée française de s'en aller? Avant ça, je précise, les assises, les débats des assises ont conclu en majorité à aller entre 6 mois et 5 ans. Mais il y a une partie des débats qui demandait 10 ans. Mais la majorité, c'était 5 ans. C'est les 5 ans que nous avons soumis à la... On ne va pas revenir dessus parce que comme on n'a pas le temps. Je comprends. C'est pour tout juste dire que ce n'était pas de la provocation. C'était une invite à des discussions. Les sanctions ont été prises en vérité avec un objectif qui n'est pas annoncé. C'était pour déstabiliser les institutions de la transition. C'était très clair. Quand vous dites ça, en gros, c'était pour vous faire tomber. C'était pour faire tomber, c'était très clair. Ça a été dit, certains l'ont dit ici, on l'a entendu dans beaucoup. Dans une semaine, ils ne pourront pas tenir. Ils vont tomber. Et pour cela, on a violé les règles de la CEDEAO. On a violé les règles de l'UEMOA. On a violé les règles de l'ONU. Comment vous pouvez construire un état de droit en violant les règles? Parce qu'ils avaient misé sur le fait que le régime allait tomber. Et en ce moment, la fin justifiant les moyens, ceux qui viendront feront ce qu'ils veulent. Ça n'a pas marché. Le peuple malien a dit non. Maintenant, nous avons dit qu'on est ouvert. Et nous leur avons fait le reproche. Quel besoin il y avait de faire une campagne de diabolisation contre le gouvernement quand le président dit que la porte est ouverte. Heureusement que maintenant, le régime n'est pas tombé. Et il ne tombera pas. Mais pour combien de temps? Combien de temps vous pouvez tenir comme ça? Il ne tombera pas parce que le peuple malien a montré qu'il est derrière ce pouvoir-là. Donc maintenant que chacun a compris que la stratégie de fait accompli,
les injonctions, les menaces, les sanctions ne résolvent pas les problèmes parce que nous ne sommes pas les seuls à en souffrir. Tout le monde est venu à la raison. Et je dois vous annoncer, la bonne nouvelle, c'est que l'Union africaine a intervenu, l'Algérie a intervenu. Je remercie au passage la Guinée, la Mauritanie et l'Algérie. Aujourd'hui, après les interventions de l'Union africaine et l'Algérie, un cadre s'est créé, un cadre politique de haut niveau pour des discussions politiques et un cadre technique qui ont commencé déjà le travail. Et dans la semaine, nous recevons une délégation de la CEDEAO. Nous pensons que très rapidement, nous allons sortir de ça parce que maintenant, chacun a compris ses limites. Est-ce qu'il était besoin, Monsieur le Premier ministre, à ce moment précis, de demander à l'armée française de s'en aller? L'armée française, en réalité, nous ne lui avons pas demandé de s'en aller. C'est l'armée française qui a dit qu'elle va partir. Le 3 juin. Sur demande constante? Non. C'est le 3 juin. Parce qu'il faut rétablir les choses telles qu'elles sont. C'est après la rectification de la transition que le gouvernement français félicitait en disant que ce gouvernement aurait fait en 3 mois plus que ce que l'ancien gouvernement qu'il soutenait à bout de bras jusqu'à la chute ont fait en 7 ans. Il a suffi que ce gouvernement change pour que le 3 juin, la France annonce qu'unilatéralement, on apprend par les médias qu'ils ont décidé d'arrêter les opérations militaires. Le 7, il revient là-dessus. Vous avez un accord de défense avec nous. Comment vous pouvez sortir de cet accord sans aviser? C'est ce que j'ai appelé abandon en plein vol. Nous avons tiré la conclusion que si on ne fait pas attention, ce qui est arrivé en Afghanistan, où pendant 20 ans on a organisé des élections, et on voit les Afghans avec l'énergie du désespoir s'accrocher à des avions pour partir. Ce qui est arrivé en Libye, où des forces internationales ont eu un mandat pour une mission et l'ont dépassé pour aller déstabiliser le régime, nous avons tiré les leçons, on a dit ceci. On a dit au gouvernement français, si vous ne respectez pas l'accord, nous allons le relire. Ce qui ne vous convient pas, on l'enlève. Ce qui ne nous convient pas, on l'enlève. Ils ont ce dossier depuis 3 mois. Ils l'ont mis dans les tiroirs. C'est dernièrement qu'ils en parlent. Deuxièmement, nous avons dit, nous avons 50 000 forces étrangères sur notre pays. 50 000 forces. Barkhane, Takuba, G5 Sahel, ECAP, EUTM, que sais-je encore. Les populations mouraient par dizaines tous les jours. Nous avons dit, attention, ce cancer qui a gangréné tout le corps, alors que en 2013, la maladie était confinée au nord. Si on ne fait pas attention, notre pays va se retrouver dans une situation pire qu'en Libye ou en Afghanistan. Et on a pris nos responsabilités. Nous avons dit qu'il y a un docteur qui s'appelle France, communauté internationale, qui a prescrit aux malades Mali une prescription qu'il a prévu que ça le soigne en 2 semaines. La maladie allait d'une partie du corps à gangréner les 80% du corps. Si on ne fait pas attention, on va être responsable de ça. Oui, nous avons décidé de prendre nos responsabilités et de diversifier notre partenariat pour défendre les Maliens. C'est comme ça que les Russes arrivent? Non, les Russes, on est en relation avec les Russes depuis 60 ans. Alors, le gouvernement russe ou bien Wagner? Nous ne connaissons pas de Wagner. Ça, c'est la terminologie des responsables politiques français. Nous sommes dans des relations d'État à État avec l'État russe. Alors aujourd'hui, le gouvernement... Et c'est des instructeurs russes qui sont sur notre territoire. On les a vus quand on a acheté du matériel avec eux. On ne le cache pas. Vous avez acheté ce matériel ou bien il vous a été donné par les Russes? Nous l'avons acheté mieux, je vais vous dire. L'ancien gouvernement que les autorités françaises tenaient à bout de bras jusqu'à la chute avait détourné plus de 20% des ressources dédiées à l'armée. On a sorti l'argent du budget pour acheter 6 hélicoptères de combat. L'argent des 4 hélicoptères a été détourné à la date d'aujourd'hui, mais les Français savent où c'est. Qui a détourné où c'est? Ils nous ont acheté 2 vieux hélicoptères qui ont travaillé 2 mois. Justement, avec le montant des 2 hélicoptères, un peu plus vieux, nous avons acheté 4 hélicoptères de dernière génération. Ça montre que nous avons eu raison de changer le fusil d'épaule. On va en parler justement. Nous arrivons au terme de la première partie de ce magazine. Nous parlerons évidemment d'avenir, de prospective dans la seconde partie. Rendez-vous donc juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite. Le débat africain. Alain Foucault. Quel impact le retrait annoncé des forces françaises du Mali peut-il avoir à la fois sur le plan sécuritaire, mais également politique? Comment les autorités militaires maliennes comptent-elles combler le vide laissé par le départ de Barkhane? Devant tout ce battage qui alimente les médias internationaux,
Comment les Maliens vivent-ils les nombreuses sanctions qui frappent leur pays? Combien de temps peuvent-ils tenir face à ces sanctions particulièrement contraignantes pour leur économie? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain qui est aujourd'hui à Bamako, la capitale malienne. Avec sur ce plateau plusieurs invités prestigieux. D'abord le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, M. Choguel Maïga. Notre second invité sur ce plateau de Bamako est l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Troisième invité de ce plateau, le docteur Modibo Soumaré, président du parti Alliance des Forces démocratiques AFD. Premier vice-président de la plateforme Action républicaine pour le progrès, l'ARP. Il est également président du cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques pour une transition réunie. Voilà pour notre plateau. Alors nous avons terminé la première partie de ce magazine en évoquant les raisons du départ des forces françaises. Vous êtes inquiet, docteur Soumaré, parce qu'on entend dire que maintenant il va y avoir un vide dans la partie où ils étaient. Je suis très inquiet parce que j'estime que c'est un saut dans l'inconnu. Et je pense que dans un pays, soi-disant, même si nous sommes dans une transition démocratique, qu'à un certain niveau, quand il y a des décisions aussi importantes qui sont prises, on doit dialoguer avec l'ensemble des acteurs. Ça ne vous a pas échappé qu'en France, quand il y a des décisions qui sont prises, le président de la République appelle jusqu'à l'extrême droite pour leur donner certaines informations, échanger avec eux. Nous, on apprend sur les réseaux sociaux. Cela n'est pas normal. Donc, à partir de là, si les Français partaient, si l'Union européenne partait, et si les Américains aussi suivaient, qu'est-ce qu'on va faire? C'est évident pour nous, les forces qui doivent défendre en premier notre pays, ce sont les forces maliennes. Vous savez très bien que les Russes ont fait presque 20 ans en Afghanistan, après sont partis. Ensuite, les Américains sont venus, sont partis. Donc, on ne peut compter véritablement que sur nos propres forces. À ce moment, on s'organise, mais en ne faisant pas la guerre à tout le monde, en ne chassant pas tout le monde. Et regardez, quand la France dit bon, nous allons faire un retrait sur 4 à 6 mois. Le même jour, on dit, bon, c'est maintenant, c'est sans délai. Les forces françaises, ce n'est pas l'ambassadeur français. Donc, il faut qu'on fasse à la réalité et aussi penser à ces jeunes. Aujourd'hui, qu'on dit, bon, préparez-vous, vous allez monter en puissance, l'armée va monter en puissance. On ne peut pas faire la guerre sur les réseaux sociaux. Et je rappelle que Wagner, ce n'est pas nous qui l'avons amené. Ce n'est pas nous qui avons dit. C'est sorti des soutiens, justement, en tout cas ceux qui se disent soutien du gouvernement sur la place de l'indépendance, qui ne s'en sont pas cachés, qu'ils ont dit Wagner va venir, qu'ils ont dit, et le président russe a dit, le président russe a dit que l'État russe, l'armée russe n'est pas là, c'est des sociétés privées. Oui, mais dans le même temps, vous avez le Premier ministre du gouvernement qui vous dit nous avons affaire aux Russes. À ce moment, il faut un démenti du gouvernement russe des propos du président Poutine. Oui, Alain, pour moi, la question essentielle n'est pas Wagner ou pas Wagner, ou France ou pas France. La question essentielle, c'est Mali et l'armée malienne. Il ne faut pas se lamenter de l'eau versée. La France est partie, elle est partie, en tout cas militairement. C'était votre souhait à vous? Ce n'était pas personnellement mon souhait, immédiatement. Mais à terme, c'était clairement mon souhait. Je pensais et je pense qu'on aurait pu peut-être mieux organiser, mais c'est fait, c'est fait. On ne reviendra pas dessus. Qu'est-ce que nous devons faire à partir d'aujourd'hui pour que notre armée, dont on voit les signes de regain d'énergie sur le terrain, moi je parcours le pays régulièrement, je l'ai vu moi-même de mes yeux, qu'est-ce que nous devons faire pour que cette armée gagne du terrain aujourd'hui? L'armée gagne du terrain, l'armée, il y a un regain d'énergie, il y a un regain d'optimisme, les soldats sont vraiment plus volontaires. Voilà, ils sont plus volontaires, ils sont plus enthousiastes. Je l'ai vu de mes yeux sur le terrain. Comment il faut faire pour que cela soit continu, durable, et que d'ici quelques mois, que l'armée malienne puisse sécuriser le territoire national. Parce que c'est ça le plus important. Ce n'est ni la France, ni les États-Unis, ni la Russie qui doit nous aider à sécuriser notre territoire, c'est nous-mêmes. Ce que je dois simplement dire au gouvernement, c'est d'essayer d'être plus inclusif, de ne pas marginaliser des acteurs de la classe politique, de rassembler. Le maître mot de la transition, c'est l'inclusivité. Dans les faits, il y a encore des efforts à faire. Le Premier ministre est là. Il y a une partie importante de la classe politique qui demande à accompagner. Il faut les associer, il faut les écouter, il faut discuter avec eux dans cette période sensible de notre histoire, pour que nous soyons tous derrière nos autorités et notre armée, nos forces de sécurité, vers la sécurisation, vers la libération du territoire et vers la création de conditions nécessaires à l'essor du pays. Monsieur le Premier ministre, il y a deux choses qui viennent d'être dites. C'est d'un, il y a de l'inquiétude après le départ des Français, et en plus vous en remettez une couche en disant il faut partir tout de suite. Est-ce qu'on doit craindre un certain vide à un certain moment donné? Et qu'est-ce qui fait que des forces maliennes qui avaient du mal sur le terrain
puisse aujourd'hui suppléer, prendre les devants pour sécuriser le pays. Vous savez, ce sont les mêmes militaires, c'est le même peuple, c'est le leadership qui a changé. Nous avons aujourd'hui à la tête du pays une direction politique qui a fait des choix, qui les assume et qui a contaminé le peuple malien dans sa majorité par ce regain d'optimisme et de patriotisme. Contrairement au virus du pétainisme qu'on avait inoculé aux Maliens, on dit qu'on ne peut rien faire sans la France. La France est venue ici à notre demande, c'est ce qu'ils disent. Oui. Ils rappellent que s'il n'était pas arrivé en 2013, le Mali n'existerait peut-être pas. Les malheurs du Mali, c'est venu de ceux qui ont détruit la Libye, mais ce n'est pas ça le sujet. Ce qui est le sujet aujourd'hui, c'est qu'elle est venue à la demande du gouvernement malien. Mais elle a décidé de partir sans demander l'avis du gouvernement malien. C'est sur les médias qu'on apprend que la France a décidé de quitter. Mais si elle dit qu'elle part, qu'est-ce qu'on va dire? Si vous dites que vous partez, pourquoi vous voulez encore nous dire que c'est vous qui décidez quand vous partez? Vous donnez un temps. Notre territoire, c'est notre territoire. Si vous décidez de partir sans nous aviser, on vous dit, mais partez tout de suite. Il faut apprendre à tomber, à se blesser, à se lever. C'est comme ça un enfant apprend à marcher. Ils m'ont mis dans la tête des Maliens qu'on ne peut rien sans la France. La plupart même des responsables politiques, il y en a qui vous diront, en offre, si la France ne veut pas, vous n'êtes rien au Mali. Notre peuple a décidé de prendre ses responsabilités. Alors, prendre ses responsabilités face à des djihadistes, Monsieur le Premier ministre, prendre ses responsabilités face à ces djihadistes, est-ce que vous en avez les moyens aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas un vide dans cette partie où les Français jouent un rôle? Mais je vais vous dire, les Français ont décidé de quoi sans crier gare? Les Français ont décidé le 3 juin et le 7 juin qu'ils abandonnent le Mali. Les forces terroristes, c'est deux. Vous avez Al-Qaïda et l'IGS. Les 80% du territoire malien qui est infesté par les groupes terroristes, c'est Al-Qaïda. Vous dites que vous allez vous concentrer sur les 3 frontières où il y a l'IGS. C'est comme pour dire aux Maliens, bon, on vous laisse maintenant, débrouillez-vous. Mais maintenant, ils jouent, c'est-à-dire, voilà, le voleur qui crie au voleur, c'est eux qui ont dit qu'ils partent. Ils font croire aujourd'hui que c'est les Maliens qui leur disent de partir. Alors, le fait est là aujourd'hui. On s'est préparé de longue date. Depuis la rectification de la transition, nous avons décidé qu'en fin décembre, nous lancerons une offensive pour libérer notre pays. Nous nous sommes préparés à ces sanctions-là depuis longtemps. Les Maliens peuvent être rassurés. Notre armée va assurer la sécurité de l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, nous sommes en train de déloger l'IGS dans le nord du pays. Ce n'était pas prévu. Alors, à l'instant, le docteur Soumaré disait, oui, c'est virtuel, c'est sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas sur les réseaux. Alors, quels sont les endroits que vous avez libérés? Et comment? Mais aujourd'hui, c'est peut-être M. Soumaré qui est sur les réseaux sociaux, parce que ceux qui sont sur le terrain, je vous dis qu'il y a 50 000 réfugiés qui sont retournés ces dernières semaines. Il y a 20 000 il y a 2 à 3 semaines qui retournent volontairement. Vous croyez qu'ils retournent comme ça? Nous venons de détruire des bases de l'IGS à Tissit. Mais qu'est-ce qui fait que pendant 9 ans, on n'a pas pu détruire? C'est ça la question. C'est la question que le gouvernement s'est posée. Il est arrivé à la conclusion que personne ne peut venir nous défendre. Je vais vous rappeler, l'opération Serval avait 3 objectifs, énoncés par François Hollande publiquement, ensuite au Qatar et au Koweït. Premier objectif, détruire le terrorisme. 3e objectif, restaurer l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire national. 3e objectif, appliquer les résolutions des Nations Unies. 9 ans après, le terrorisme qui était confiné au nord a gagné 80% de notre territoire. À la date d'aujourd'hui, il y a des parties du territoire qui échappent au contrôle de l'État malien. Les résolutions des Nations Unies changent chaque année, au point que cette année, nous nous sommes opposés, parce que c'est dans la salle que notre ambassadeur a vu la résolution, comme ils avaient l'habitude de faire. Serval est venu pour dire quoi? Ils sont venus pour contenir les terroristes, ce n'est plus pour les détruire, pour aider les armées en puissance, pour aider les populations civiles, à peu près faire du social. Mais 9 ans après, les terroristes ne sont pas contenus. Et donc, nous avons tiré la leçon que c'était un échec et que nous ne pouvons plus compter sur eux. Ce qui est arrivé aux Afghans, c'est ce qui allait nous arriver. Pendant 20 ans, on les a nourris d'argent, on a fait des élections, on a injecté l'argent. Un jour, on les a abandonnés. Ça n'arriverait pas au peuple malien. Docteur Soumaré, je vous voyais réagir. Ouais, je pense que le Premier ministre vient de dire tout de suite qu'ils se sont préparés à ces sanctions. Comme on l'a dit, ça veut dire que quelque part, que ça a été préparé. On savait que quand on va être dans une certaine posture, il y aura des sanctions et on va surfer sur la fibre patriotique. Moi, mes militants sont sortis pour aller dire oui, nous soutenons notre pays. Ce n'est pas ça la question. Il faut que les choses soient claires. Il n'y a pas de préfabriqué en la matière. Si nous voulons sauver notre pays, c'est avec tous. Nous, on a dit, en tout cas nous, notre parti, quand les premiers
textes sont sortis du mandat de la MINUSMA, nous sommes un des rares partis qui ont parlé du changement des mandats. On n'a pas entendu beaucoup de personnes dire ça. Parce que nous on dit qu'il faut un mandat offensif et robuste. On ne vient pas pour faire le social. Donc il est important aujourd'hui qu'on soit conscient, qu'on ne se serve pas des mains. J'ose espérer que l'armée va monter en puissance et que nos enfants ne serviront pas de chair à canon après le départ de la France. Donc il est aujourd'hui important qu'il y ait un dialogue patriotique. J'ai envie qu'on soit très concret, parce que ceux qui nous regardent ou nous écoutent ont envie de comprendre. Regarde le Mali, puisque le Mali n'a jamais autant intéressé les gens. Quand vous voyagez à travers l'Afrique, la question malienne est au cœur des discussions, puisque visiblement ça sert de laboratoire. Alors, je veux commencer par vous, docteur Soumaré. Combien de temps voulez-vous que cette transition dure, même si on associe les autres? Combien de temps pour vous? Nous avons tenu dans cette même salle un séminaire il y a cela une dizaine de jours, et après avoir échangé, il y avait 2 anciens présidents de la commission de loi. Ce sont des gens qui ont déjà travaillé sur ces questions-là. Et nous avons, après tout calcul, on a dit, bon, ça peut tenir jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année, c'est tenable d'organiser les élections ça doit se terminer en décembre. Et législatives pour décembre 2022. Décembre 2022. Monsieur Moussa Mara? Moi, comme je l'ai dit au début, je fais confiance aux discussions entre le gouvernement et la CEDEAO. Je pense que c'est peut-être ce qui paraît le plus raisonnable aujourd'hui. Pour moi, la priorité absolue, ça doit être la CEDEAO et les voisins. Ce sur quoi conviendront la CEDEAO et nos autorités serait raisonnable pour ma part. C'est un peu une façon de pousser en douche, monsieur le Premier ministre. Oui, exactement. Parce que vous savez, Alain, les questions de date sont théoriques. Derrière la date, il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'initiatives à prendre. Et ce sont des questions qui engagent quand même un pays. Ceux qui ont la responsabilité aujourd'hui ont une orientation. Ils ont leurs souhaits, ils ont leurs ambitions. Ceux avec lesquels ils travaillent, qui sont quand même des États, et des États partenaires du Mali depuis les indépendances, ont aussi des règles, ont aussi des orientations. Je pense que de la confrontation et de la discussion sur des aspects techniques pointus et sur des aspects politiques importants pourrait arriver à quelque chose de raisonnable pour ma part. Autre chose, c'est, OK, le partenaire français a tourné le dos, les relations n'ont jamais été aussi mauvaises, même si ça a déjà existé par le passé, mais les relations sont particulièrement mauvaises aujourd'hui. On parle des Russes, également des Chinois. C'est le multilatéralisme. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une bonne chose, docteur Soumaré, aujourd'hui, que les Russes soient là? Parce qu'on peut gloser autant qu'on veut, on sait très bien que les Russes sont là, ça peut porter les noms qu'on veut, mais c'est les Russes qui sont derrière. Est-ce que c'est une mauvaise chose que les Russes soient là et que les Chinois aussi soient là? Mais les Russes sont là depuis longtemps, il y a les coopérants russes. Mais s'il faut négocier avec des sociétés privées qui payent, il ne faut pas qu'on nous amène vers la rupture économique qui va entraîner à coup sûr une rupture sociale. Aujourd'hui, les Maliens applaudissent. Je vous dis, si le prix du pain arrive à 1000 francs, ils vont changer de discours et ils ont raison. Donc, il faut savoir éviter cela. Nous, on n'a aucun problème. D'ailleurs, je pense que c'est écrit, c'est connu. La coopération militaire avec la Russie est connue. Elle n'a pas commencé pendant cette transition. Ce n'est pas ça la question. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut rassurer les Maliens que les caisses de l'État peuvent permettre de payer des mercenaires? Aussi, est-ce qu'on veut se retrouver avec des ultimatums à la Centrafrique, où on pousse même un gouvernement à démissionner? Voilà des questions. Qui aurait poussé un gouvernement à démissionner en Ce que nous avons appris, c'est que Wagner a mis en garde le gouvernement centrafricain. Mais bon, c'est du domaine de la rumeur pour l'instant. Voilà, c'est du domaine des réseaux sociaux pour l'instant. Il faudra peut-être le prouver. Justement, ce que j'ai dit, le Premier ministre l'a dit, peut-être moi je suis sur les réseaux sociaux. J'ai raison d'être sur les réseaux sociaux parce que on ne nous donne pas d'informations. On va poser la question dans un instant à l'écoute des radios et des réseaux sociaux. Monsieur Moussa Mara, ma question s'adresse également à vous. Russes, Chinois, c'est une mauvaise chose, c'est une bonne chose? Non, très sincèrement, Alain. Nous sommes un pays indépendant et souverain qui a sa marche, qui fixe ses orientations. Et en ce moment, maintenant, les partenaires qui sont intéressés à travailler avec nous viennent le faire. Les partenaires qui ne sont pas intéressés, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Cela doit marcher sur le plan sécuritaire comme cela doit marcher sur le plan du développement. Sur la question de Wagner, moi je fais confiance à nos autorités. Nos autorités disent qu'il n'y a pas Wagner. Mais Poutine dit, moi... S'il y a Wagner, Alain, s'il y a Wagner, ça se saura un jour. En ce moment, nous poserons la question à nos autorités. Ce qu'il faut peut-être demander à notre gouvernement, c'est de davantage communiquer. Nous avons vu que l'accord de coopération que nous avions avec la France était public.
Il serait souhaitable que si on a Enfin, un en accord partie. de... Bon, en tout cas, cet accord qui a été signé quand j'étais Premier ministre était public. Ce serait bien que si on a un accord de coopération avec la Russie, la Chine ou d'autres, qu'on rende public les choses. Ce qui crée de la suspicion ou des soupçons, c'est le secret. C'est le flou. Voilà. Plus de communication et encore une fois, plus d'inclusivité. Monsieur le Premier ministre, là, il y a plusieurs questions qui vous sont posées. Un, est-ce que les Russes sont là? Est-ce Wagner? Est-ce qu'il y a d'autres partenaires? Et qu'est-ce que vous leur donnez en échange? 2 à 3 choses. Je disais tout de suite qu'on avait prévu ces situations. Soumaré semblait dire qu'on a prémédité. Gouverner, c'est prévoir. Quand un gouvernement étranger qui est votre partenaire se lève du jour au lendemain parce que les têtes ne lui plaisent pas, dit qu'il rompt avec la coopération militaire, ça veut dire qu'il faut se préparer. Il faut se préparer, mais là, on n'a pas beaucoup de temps. Je voudrais Donc, qu'on je veux aille... leur dire que nous, on s'est préparé pour plusieurs années. Deuxièmement, il y a des économistes, comme j'ai dit, qui démoralisent les Maliens. Est-ce que vous savez que depuis 2 ans, aucun partenaire n'a mis un franc dans la caisse de l'État? C'est par nos propres moyens. On a véhiculé chez les Africains, comme j'ai dit, le virus du pétainisme, c'est-à-dire la défaite. Les Africains croient qu'ils ne peuvent rien faire sans l'aide. Ça fait 2 ans que nous tenons. Le déficit budgétaire qui était prévu en 2021 par le gouvernement que la France a approuvé, c'était 5,7%. On a fait 4 et quelques pourcents. Donc Monsieur ça veut dire qu'on ministre... peut tenir les leviers économiques. Maintenant, je reviens au Russes et au Wagner. Voilà. Vous savez, nous, on ne parle pas des autres parce que les questions de défense, on les traite avec les partenaires. Ce que les Maliens veulent, c'est la sécurité. On ne va pas nous promener dans les médias pour dire avec qui on travaille. C'est les Français qui ont sorti cette histoire de Wagner. Et ce qui nous a surpris, pendant qu'ils disaient que c'était des rumeurs, la CEDEAO met ça dans une résolution. Nous disons que nous travaillons avec l'État russe. Nous avons diversifié notre partenariat stratégique et militaire avec beaucoup d'autres partenaires. Qui sont ces partenaires? Est-ce qu'il y a des Chinois? Ce n'est pas à moi ici, dans ce débat, de le dire. Les Chinois font partie des partenaires militaires du Mali, tout le monde le sait. Nous avons exposé des centaines de camions militaires, de matériel militaire récemment. C'est des fabrications chinoises. Nous n'en parlons pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de bruit là-dessus. Il y a d'autres partenaires insoupçonnés. Aujourd'hui, nous nous sommes donné les moyens de défendre notre peuple. Parce que nous avons compris que ce qu'on nous proposait, c'était de nous entraîner jusqu'à un jour, on va se réveiller et notre Alors, pays va avec quoi on paye? Avec quoi on paye les Russes? Avec quoi on paye les... On paye avec nos... Je viens de vous expliquer que sous l'Ancien Régime, on a sorti l'argent pour acheter 6 avions. On n'en a eu que 4. Où est parti l'argent des 2? On a sorti l'argent pour acheter 6 hélicoptères. On a eu 2 hélicoptères d'occasion. On ne se pose pas la question d'où est parti l'argent des 4. Les 2 sont des hélicoptères d'occasion. On a sorti l'argent pour acheter des avions de transport avec l'Espagne, avec les États-Unis, du budget national. Quand on a payé, ils ont bloqué en Espagne, aux États-Unis. Nos soldats mouraient, on les enterrait dans des fosses communes. Nous avons décidé maintenant d'aller vers chez qui on ne peut pas nous faire du chantage. Et on a acheté 4 hélicoptères neufs, dernière génération, à un prix presque équivalent aux 2 vieux hélicoptères qu'on avait achetés. L'argent détourné, là, ceux qui nous font la leçon, là, ils savent où c'est chez eux que c'est déposé. Alors, c'est dans certains pays que c'est déposé. Comme on arrive au terme de cette l'immobilier. émission, monsieur le Donc, Premier il faut ministre... qu'ils arrêtent d'infantiliser le peuple malien. Aujourd'hui, le Mali a des leaders qui ont le sens de l'histoire. On ne risque pas de retrouver le Mali dans la situation 2013. Nous sommes certains que nous ne nous trouverons pas dans cette situation. Le temps tourne malheureusement vite. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci, monsieur Mara. Merci, docteur Soumaré.